Bonsoir, donc merci d'être là et de venir écouter cette conférence sur ce qui a changé dans l'amour. Vous vous rendez compte la responsabilité énorme que j'ai à prétendre affirmer quelque chose sur des questions aussi complexes. Vous savez, dans mon travail d'écrivain, j'ai beaucoup écrit autour du désir. Le désir de vivre, c'est ça qui est un peu je marche sur deux pattes dans mon travail d'écrivain. D'une part, je m'inquiète et m'interroge et mets en scène ce que j'appelle la violence du monde. Et d'autre part, je m'intéresse à cette disposition que nous avons tous, souvent, la plupart du temps, et qui consiste à avoir envie de vivre, à avoir envie de se lever le matin et de vivre la journée qui commence. Donc je dirais que j'ai ces deux grands axes de mon travail qui seraient la violence du monde et le désir. Et quand on s'intéresse au désir de vivre, évidemment, on s'intéresse aussi au désir charnel, qui est la version la plus intense, je dirais, du désir de vivre. Le moment où le désir de vivre se manifeste sous sa forme, disons, la plus brûlante. Donc j'en étais un jour à ces considérations-là, je réfléchissais à ces questions, le désir. J'avais aussi écrit un petit livre sur le baiser. Et en cherchant des textes autour du baiser, j'étais tombée sur des textes de l'Antiquité, bien sûr, latin, où il était question du baiser et donc de l'élan amoureux qui présidait au baiser. Et en lisant, et c'était, je crois, Lucrèce, et en lisant Lucrèce, je m'étais aperçue avec étonnement que, finalement, la description du désir charnel était la même que celle qu'on pourrait donner aujourd'hui, à peu de choses près. Et quel a été mon étonnement en me disant, mais alors, on peut vraiment pas considérer que l'amour est resté stable au fil des siècles. Au contraire, tant de choses ont changé, mais en tout cas, ça n'est pas le désir. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a changé? Et c'est comme ça que j'ai entamé une réflexion sur le couple, sur l'amour et le couple, dont je vais essayer de vous livrer en quelques mots les conclusions, ou plutôt, si je veux être juste, les questions que pose cette affaire de l'amour et du couple. Parce que j'essaie, et parce que c'est comme ça, je ne cherche pas trop à affirmer des choses, mais plutôt à poser des questions qui peuvent nous aider à faire notre chemin, disons, dans ces affaires du cœur. Alors, repartons de la situation contemporaine. En tout cas, la situation contemporaine française, elle dit ceci, qu'aujourd'hui, les divorces sont de plus en plus nombreux, qu'il y en a quasiment autant que de mariages, donc que les gens se séparent beaucoup plus facilement qu'avant, ou bien ils choisissent des modes d'union différents, moins contraignants, à savoir l'union libre, c'est-à-dire on vit avec quelqu'un, on entre dans un couple, mais sans aucune contrainte. Et donc ce couple peut se défaire sans difficulté, disons. Ou bien nous avons inventé, je ne me souviens pas s'il existe chez vous, nous avons inventé ce qui s'appelle le Pax, c'est-à-dire un mode, ça existe aussi en Grèce. Donc c'est un mode d'union qui passe quand même par une reconnaissance légale, mais qui est beaucoup plus léger que le mariage. En France, il suffit d'aller dans un commissariat ou dans une mairie pour se paxer et se dépaxer. Donc, visiblement, il y a des recherches de solutions, disons, au couple qui sont neuves et qui sont plus légères que ce qu'elles ont été dans le temps, à l'époque où on se mariait nécessairement et où, je vais y revenir, on restait pour toujours dans le mariage. Alors, cette précarité du couple, cette légèreté du couple fait dire souvent que le couple est en crise. C'est le vocabulaire qu'on utilise. On dit que c'est une crise. On s'inquiète de diverses choses. On s'inquiète notamment, je vais beaucoup y revenir, de la place du désir dans la vie affective,
désir en tant qu'il serait un facteur qui perturbe le couple. On se demande comment on va pouvoir élever des enfants quand on fait des couples aussi provisoires, aussi éphémères, etc. Donc, ce qui est intéressant toutefois, on pourrait se dire, après tout, pourquoi y a-t-il encore et toujours des couples ? Parce qu'après tout, c'est une solution compliquée, le couple. Hein. J'en appelle à votre expérience personnelle. Vivre dans le couple, c'est compliqué. Donc pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, les gens continuent à faire des couples. Tout le monde continue à faire des couples. Alors avec des solutions, encore une fois, parfois plus légères, hein, Pax, union libre, mais en tout cas, le couple perdure. Bon, alors tenons-le pour acquis, acceptons cela. Et demandons-nous donc ce qui a changé et pourquoi. Et là encore, je répète, je ferai des hypothèses. Il y a une chose qui a changé, une chose capitale. C'est que on peut dire quasiment jusqu'au XXe siècle, on s'est toujours marié devant le clan, la famille, la société. On s'est toujours marié devant le reste de la société. Et c'était le mariage était un acte social qui nous mettait donc face aux autres. Aujourd'hui, on le sait, on le dit souvent, on emploie cette expression intéressante, on dit que le mariage, c'est privatisé. C'est-à-dire que là, les gens continuent à faire des couples, mais plus tout à fait sous le même régime qu'avant. Ils le font maintenant pour eux, entre deux, je dirais, et plus devant le clan ou la famille. Le couple est une affaire privée, alors que pendant des siècles, il a été une affaire sociale avant tout. Donc, première très grande modification qui correspond tout à fait à l'évolution de nos sociétés, hein, où la vie individuelle, l'autonomie de la personne devient primordiale, et donc le couple lui-même subit cette transformation. Et le couple, c'est l'affaire des deux qui se rencontrent et qui décident de faire des choses ensemble, mais ils ne se sentent plus la nécessité d'en rendre compte à la société, d'une certaine façon. Donc ce mouvement de privatisation du couple, évidemment, il est capital pour comprendre les modifications internes au couple lui-même. Mon hypothèse, donc, c'est qu'il y a un autre élément que la privatisation qui transforme en profondeur le couple, c'est l'irruption du désir sensuel. Alors, je vais y revenir tout à l'heure, mais je crois que le deuxième élément fondamental pour comprendre ces transformations, c'est la place, la dignité, je dirais, qu'on reconnaît maintenant au désir et la place qu'on lui donne dans l'économie intime du couple. Alors, je voudrais faire une très brève, rapide histoire du couple, quasiment depuis le Moyen-Âge, pour juste poser des jalons pour voir ce qui a évolué. Comment ça a évolué, disons. Je vais parler du mariage parce que jusqu'à il y a peu, le mariage était la manière de faire couple. Mais notez bien qu'on aurait pu, on le voit aujourd'hui, faire couple d'autres façons, à travers d'autres institutions. On a fait couple à travers cette institution qu'est le mariage. Donc je vais faire marcher en système, travailler en système, le mariage, l'amour et le désir. Et on va voir comment ces trois choses-là se combinent pour pouvoir raconter l'histoire du couple et l'histoire de l'amour, au fond. Quand je parle d'amour, aujourd'hui, il nous paraît absolument évident que le couple, le mariage, le couple, est une affaire d'amour. On se marie, on se met en couple parce qu'on s'aime. Mais on n'imagine pas qu'il ait pu en aller autrement jadis. Or, cette idée de se mettre en couple parce qu'on s'aime, elle est absolument neuve. C'est-à-dire que c'est une idée qui apparaît au XIXe siècle et qui n'existait pas avant. Avant, depuis l'origine du mariage, on se mariait pour deux grandes raisons, disons. On se mariait pour assurer
la légitimité des enfants, pour faire des enfants et savoir de qui ils étaient et les élever. Et on se mariait pour transmettre des patrimoines. Même chez les paysans, chez les petites gens qui n'avaient pas de gros patrimoine, on se mariait quand même dans cette espèce de volonté d'assurer la transmission du patrimoine. Donc, 2 raisons de se marier, c'était celle-là, patrimoine et enfant, et l'amour n'avait aucune place dans cette affaire. Si je veux être exact, il en avait une petite, c'était dans le mariage chrétien. Donc, les chrétiens ont passé plusieurs siècles, 3 ou 4, à réfléchir au mariage. À réfléchir au mariage et à réfléchir à ce qui serait la théorie du mariage chrétien. Et dans cette vision du mariage chrétien, l'amour a une place, mais c'est un amour un peu spécial qui nous étonne aujourd'hui. Dans le mariage chrétien, l'amour ne préside pas au mariage. L'amour résulte du mariage. L'amour est la conséquence du mariage. On se marie pour des raisons sociales, enfants, patrimoine, devant la collectivité, mais et parce qu'on est marié, à force de se fréquenter, de bien se traiter, de se connaître, il va en résulter un amour que les chrétiens appellent amour de charité, c'est-à-dire un amour affectueux, un amour d'estime, un amour de reconnaissance. Rien à voir avec cet amour qu'on a en tête aujourd'hui quand on parle de l'amour conjugal, disons, ou de l'amour qui préside au couple, et que je dirais être, je l'appelle, c'est mon petit vocabulaire pour essayer de m'en sortir et de classifier un petit peu les choses. L'amour électif, vous savez, c'est l'amour qui nous arrive quelquefois, fort heureusement, par lequel, soudain, on choisit. Je ne sais pas si c'est le bon mot, choisir, mais en tout cas, quelqu'un se signale, apparaît, se distingue plutôt parmi tous les autres. Et c'est celui-là, celle-là, qui est l'objet de notre amour. C'est celui-là qu'on veut, c'est celui-là qu'on désire, c'est avec celui-là qu'on veut passer du temps, etc., etc. Cet amour-là, je l'appelle électif parce qu'il nous fait élire quelqu'un dans la foule de ses semblables. C'est celui-là et pas un autre. Alors je dis choisi, on sait bien que l'amour est assez contraint. Ça nous tombe un peu dessus quand même. Hein. On se dit pas, tiens, celui-là, il a un QI de 63, il est assez joli, il sait s'habiller, etc. Bref, c'est pas une décision. Donc, en ce sens, ça n'est pas vraiment un choix. Mais en tout cas, c'est une élection. C'est celui-là et pas un autre, c'est celle-là et pas une autre. Cet amour-là, cet amour, appelons-le électif, cet amour-là, il ne figure pas au programme du mariage chrétien jusqu'au XIXe siècle. Donc vous voyez déjà que la vision qu'on a aujourd'hui du couple, elle est complètement biaisée parce qu'il nous paraît naturel de penser que l'amour en est un ingrédient alors qu'il ne l'est pas pendant très longtemps. Encore une fois, c'est juste une institution sociale et qui a des visées sociales. Par parenthèse, je suppose, je crois, j'ai peut-être tort, mais je ne peux pas m'empêcher de croire qu'un être humain, c'est un être aimant et que donc il a toujours, que l'amour électif a toujours existé. Hypothèse. En tout cas, si on regarde la littérature, par exemple, on a l'impression que d'aussi loin qu'on trouve les textes littéraires qui évoquent la question de l'amour, eh bien, on trouve l'amour électif. Seulement, on ne le trouve pas dans le mariage, puisque c'est pas prévu. Il n'est pas au programme de l'amour, du mariage, d'inclure l'amour électif. Et d'ailleurs, il y a des textes, par exemple, Montaigne, notre grand essayiste, a des tas de propos où il dit que c'était une très mauvaise idée d'être amoureux, d'aimer sa femme ou son mari, que ça crée le bazar, que ça crée le désordre dans la vie conjugale. Et ça, c'est une conviction profonde qu'ont les époques anciennes. Alors cet amour électif, il est où? J'ai la faiblesse de croire que si nos sociétés se sont intéressées à l'adultère et ont réglementé l'adultère, ont légiféré autour de l'adultère si ardemment, c'est parce que l'adultère devait probablement être le seul endroit, le seul moment de la vie affective dans lequel l'amour électif pouvait se manifester. Je ne crois même pas que l'adultère, ce soit une affaire sexuelle, ou en tout cas uniquement sexuelle. Je pense que c'était le lieu
de l'amour électif qui, évidemment, inclut la sexualité, qui inclut le désir. Bref, je crois que l'adultère c'est vraiment le recours, le lieu où se manifeste l'amour électif pendant tous ces siècles où il ne figure pas au programme du mariage. Et par parenthèse, je m'aperçois que je suis un peu lente. C'est pas étonnant qu'on ait arrêté de légiférer sur l'adultère au XXe siècle et que d'une certaine façon, d'ailleurs, si vous observez la littérature, c'est vraiment très intéressant. À la fin du XIXe siècle, en France toujours, à la fin du XIXe siècle, vous avez tout un théâtre qui met en scène l'adultère et qui s'en moque et qui en rit. Et c'est un peu le feu, vous savez, le baroud d'honneur, le feu d'artifice ultime. Après, on ne parle plus de l'adultère, ça fait plus rire personne. Et ni rire ni pleurer. Hein, après, alors qu'au XIXe siècle, vous avez des très grands romans de l'adultère. Vous n'en avez plus au XXe siècle. Pourquoi ? Parce que justement, l'adultère, je ne dis pas le trio amoureux, il existera pour longtemps et pour très longtemps. Tant qu'il y aura des couples, il y aura des trios, je suppose. Mais l'adultère en tant que, je dirais presque institution sociale, celui-là disparaît des esprits et des préoccupations parce que le mariage, se mettant à être un mariage qui inclut l'amour électif, il n'y a plus besoin de ce recours à l'adultère. Et je le dis de façon un peu rapide parce que, en réalité, ce qui est très important, c'est pas seulement que le mariage inclut l'amour électif, c'est aussi, bien sûr, qu'on institue une possibilité qui n'existait pas avant. En France, c'est, je crois, 1884. On institue la possibilité du divorce. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut défaire le couple, ce qui n'était pas possible avant le divorce. Donc pendant très longtemps, non seulement on entrait dans le mariage, mais en plus on y restait jusqu'à la fin de sa vie. Donc à partir du moment où on institue le divorce, évidemment, on peut aussi vivre cet amour électif dans un nouveau couple, dans un autre couple. On peut défaire le couple qui existait et où ne figurait pas ou plus cet amour électif. Donc vous voyez que c'est au croisement des institutions et des façons privées de vivre l'amour et le désir, on peut comprendre un peu comment ça évolue et comment... Alors, je vais peut-être assez rapidement sauter d'autres choses que je pourrais vous dire autour des façons antérieures de faire couple. Je dirais qu'avec le XXe siècle, il se passe au moins deux choses capitales. Il se passe d'une part l'invention de la psychanalyse. Vous allez vous demander ce que ça vient faire dans mon sujet, mais avec la psychanalyse, avec cette nouvelle science humaine, donc elle peut se tromper, mais enfin quand même, la psychanalyse a fait des hypothèses passionnantes sur le psychisme humain. Avec l'irruption de la psychanalyse et la montée en puissance de cette façon de concevoir l'humain, on se met à accorder à la sexualité une place qu'elle n'avait jamais eue dans la conception de l'être humain. Je vous rappelle que pendant toute l'époque chrétienne, la sexualité est considérée comme un péché, comme une faute, une concupiscence, etc. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les chrétiens ont mis 4 siècles à produire une doctrine du mariage. C'est parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de la sexualité. Il fallait penser la sexualité et c'était tellement compliqué qu'il a fallu vraiment réfléchir beaucoup puisqu'on se rendait bien compte qu'il y avait là un mouvement humain fondamental, mais en même temps, comme c'était un péché, qu'est-ce qu'on allait en faire et quelle place on allait lui donner dans le mariage. Bref, donc on arrive au XXe siècle et tout à coup, la sexualité, on considère qu'elle est fondatrice de la psyché humaine. C'est pas un détail de la vie humaine, c'est même pas une pure pulsion ou je ne sais quoi, c'est vraiment constitutif, c'est à travers des perspectives sexuelles, disons, que se fabrique la psyché humaine. Et ça a pour effet, bien sûr, de rendre à la sexualité une dignité
de donner plutôt à la sexualité une dignité qu'elle n'avait jamais eue dans l'histoire de notre société. La deuxième grande modification du XXe siècle, c'est le féminisme. C'est-à-dire que tout à coup, les femmes se mettent à revendiquer l'égalité et la liberté. Et donc, elles deviennent progressivement, on n'y est pas tout à fait, mais quand même, on est en bonne voie, elles deviennent progressivement le sujet de leur désir. Et ces femmes qui deviennent sujets de leur désir, elles ont évidemment des revendications de plaisir, par exemple, et de libre exercice de leur désir, qui font que cela va modifier profondément, très profondément, les rapports entre les hommes et les femmes et la façon de former des couples. Donc vous voyez, le XXe siècle, alors ça tombe pas du ciel, hein, j'ai sauté le XIXe là, allègrement, 18 et XIXe, mais enfin, pour des questions de timing, mais enfin, il y a une modification en profondeur de la place du désir dans la conception de l'amour et du couple. Et évidemment, la fin du XXe siècle a été très fondatrice aussi pour cela. Je veux dire, c'est le moment où, véritablement, il y a ce qu'on a appelé la libération sexuelle, les mouvements de libération sexuelle qui vont modifier donc en profondeur la manière dont les hommes et les femmes vivent la sexualité. Alors, on en est là aujourd'hui. Admettons qu'on en est là. On en est avec des femmes qui ont des revendications de liberté et d'égalité. On en est avec des pratiques qui incluent le désir et on en est surtout dans une conception de l'amour qui inclut le désir. Et surtout, je le disais tout à l'heure, le désir a acquis une nouvelle dignité. Regardez, par exemple, tous les magazines féminins qui vous proposent constamment de réfléchir au désir, comment le restaurer, comment le mettre en œuvre, etc. Je veux dire, on réfléchit au désir. C'est incroyable comme modification. Ma grand-mère en serait tombée de son armoire. Il y a quelque chose là qui s'est profondément modifié. Et surtout, on s'est mis, donc je dirais que l'idée la plus intéressante, c'est que le désir a acquis une dignité. Et on pense qu'un couple, ça fait un moment qu'on a commencé à penser ça, on pense qu'un couple qui réussit, c'est un couple dans lequel il existe du désir. Maintenant, vous connaissez le problème du désir, c'est que par définition, il est assez éphémère. Autant l'amour est un sentiment qui peut durer toute une vie, on peut aimer quelqu'un et garder cet amour pour cette personne pendant toute une vie, autant le désir vif, ce désir brûlant qui est celui qu'on nous raconte dans la littérature. Hein, la rencontre amoureuse dans la littérature, c'est toujours cette irruption d'un désir brûlant qui bouleverse les personnes. Et donc, ce désir-là, c'est un désir qui s'effrite, c'est un désir qui ne dure pas. Et il entre en contradiction ou en conflit, je dirais, avec une autre envie que nous avons souvent, généralement. Je ne dis pas des vérités générales, là. Je suis en train d'exprimer la situation où nous en sommes dans nos sociétés. Nous en sommes à un point où nous avons toujours envie que le couple dure. L'amour pour toujours, qui était l'amour tel qu'on l'a conçu à travers les siècles, ça reste un fantasme et probablement une envie. Je dis envie pour ne pas utiliser désir à tout bout de champ, mais ça reste une envie qui est celle qui régit encore beaucoup nos couples. Mais cette envie-là de durer entre en conflit avec l'envie de connaître aussi ce désir brûlant qui, lui, ne dure pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, j'ai pas de réponse, mais vous allez m'en donner tout à l'heure dans le moment de l'échange et des questions. En tout cas, on en est là aujourd'hui, tiraillés entre ces deux envies, pas inconciliables, mais qui sont compliquées à concilier, et qui sont l'envie de durer et le côté éphémère du désir charnel. Ce qui me paraît intéressant et important, et ce sera ma conclusion, mais
c'est que aujourd'hui, on s'est mis à reconnaître la noblesse, je dirais, du désir. En tout cas, c'est ce que je crois. On s'est mis à comprendre que le désir, c'est une façon, bien, c'est une élection lui aussi. C'est-à-dire qu'on ne désire pas n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. On désire quelqu'un. Le désir, c'est une façon de se poser sur quelqu'un et de l'élire, de le rendre roi, de le rendre reine. C'est une manière de mettre l'autre en gloire. Et je crois que c'est ça qui se modifie aujourd'hui, c'est cette noblesse qu'on reconnaît au désir, ce qui ne laisse pas de nous poser des tas de problèmes, encore une fois, hein, parce que, et alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre envie du couple qui dure? Mais on en est là. Alors moi, j'aurais tendance à penser qu'aujourd'hui, on en est au point où ce qui a vraiment changé, c'est que la nouvelle forme de l'amour, vous vous souvenez, on est parti de l'amour de charité, cet amour d'estime et de bienveillance qui était celui du mariage chrétien. On en est passé à cet amour du 19e siècle dont j'ai pas beaucoup eu le temps de parler, mais qui fait un peu l'impasse sur la sexualité parce qu'au 19e siècle, la sexualité reste quand même très bridée. À cet amour du 20e et 21e siècle qui inclut le désir et que pour ma part, j'ai tendance à appeler amour-désir avec un trait d'union pour essayer de décrire sa nouvelle nature, enfin ses nouvelles composantes. Voilà, je crois que ce qui a changé, en tout cas, ce qui doit nous permettre de réfléchir, encore une fois, vous voyez que j'ai pas de... Enfin voilà, j'ai des hypothèses et des hypothèses de réflexion, mais ce qui a changé, c'est la place du désir dans l'amour. Voilà, à vous. J'ai une question, Belinda. C'est que là, l'histoire que vous racontez s'arrête aujourd'hui et on se dit forcément qu'avec une telle connaissance historique, vous devez pouvoir un petit peu anticiper la suite. Je sais que c'est un exercice compliqué de faire de la prospective, mais alors ce sera forcément juste une intuition, mais où vous avez l'impression qu'on se dirige? Où va le désir? Où va l'amour? Et où va l'amour et où va le désir? Parce qu'encore une fois, le désir, il est assez stable lui-même dans sa manifestation. C'est la dignité qu'on lui reconnaît ou pas qui change. Mais lui, quand il se manifeste, franchement, vous lisez Lucrèce, vous signez tout de suite, vous dites « Oui, moi, c'est comme ça aussi que je vis, à peu près. » Donc, où va-t-on? Non, mais ça, c'est une question piège, Maya. Pardon? Non, je ne sais pas où on va. Parce que ce qui me paraît frappant, c'est que... Enfin, pour le dire de façon un peu provocatrice, le couple, c'est quand même un truc compliqué. Compliqué. Normalement, ça ne devrait pas marcher. Et normalement, aujourd'hui, on devrait laisser tomber le couple. On devrait faire... C'est un peu ma théorie, d'ailleurs, c'est ce qu'on est déjà en train de faire. Je crois qu'on fait des couples successifs. Ça, c'est certain qu'une des grandes modifications, c'est que de nos façons de vivre l'amour, c'est que de plus en plus, c'est-à-dire ma grand-mère, elle s'est mariée une fois et elle n'a jamais quitté son mari et ça lui a coûté cher, affectivement. Ensuite, dans les générations qui ont suivi, on commence à faire des couples et à en changer. C'est-à-dire que dans une vie, il est possible que vous connaissiez 2, 3, 4 couples. Je ne parle pas du turnover des jeunes gens qui font des couples toutes les semaines. Ça, c'est une autre question. Je parle vraiment des couples, pas de l'amour libre. Et là, je crois que la modification, c'est déjà souvent, dans nos vies, on fait plusieurs couples. Et d'ailleurs, ça nous coûte cher parce qu'on estime que quand un couple se défait, c'est un échec. Ce que moi, je ne crois pas. Je crois qu'un couple qui se défait pour se refaire, pour se recomposer ailleurs, c'est pas un échec, c'est juste une respiration naturelle de la vie affective. Donc on en est à ce point où on forme plusieurs couples dans une vie. Qu'est-ce qui va se passer dans la suite des temps? J'en sais rien. Vraiment, je n'en sais rien. D'ailleurs, elle n'écoute même pas parce qu'en fait, elle sait qu'il n'y a pas de réponse. Je n'en sais rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le couple unique et pour toujours,
Ça arrivera toujours, tout arrive entre les humains. Mais disons que ça ne sera plus le modèle dominant, il me semble, hein, qu'on va faire des couples successifs. C'est tout ce que je peux dire. Bonsoir, merci pour cette tour d'horizon très très informatif. Juste une question pour une institution, du moins dans le droit byzantin, c'était très institutionnalisé, c'est le concubinage, qui était donc à mi-chemin entre le mariage, qui servait aussi de couronnement, et donc d'une vie en couple peut-être plus affective. Et aussi, bien sûr, dans tout le XVIIIe et XIXe siècle, le système des maîtresses. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu là-dessus et puis voir un peu si ça a aidé disons, une société figée dans des mariages figés à survivre et à évoluer? Merci beaucoup. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais en fait, j'ai trop restreint mon propos. Je parlais de l'adultère. Mais il n'y a pas que l'adultère qui a été le lieu dans lequel on pouvait se vivre cet amour électif dont je parlais. Il y a aussi, en effet, tout le 18e, enfin dans les hautes sociétés, dans les hautes classes de la société, c'est très clair au 18e et au 19e également, il y a aussi ou bien les maîtresses, ou bien le concubinage, c'est autre chose parce que c'est vraiment institutionnalisé. Mais en tout cas, au XVIIIe et au XIXe siècle, il y a les maîtresses et qui permettent de vivre le désir et l'amour électif ailleurs, sans toucher à l'institution du mariage. Avec, pour le XIXe siècle, cette chose vaguement scandaleuse, qui est que c'est plutôt les hommes qui ont des maîtresses. Et c'est le double standard du 19e siècle, c'est-à-dire on autorise les hommes à quelque chose à quoi on n'autorise pas les femmes. Et le 19e, c'est un siècle assez répressif pour les femmes d'ailleurs, et qui est même en recul par rapport au 18e. Mais cette question des maîtresses, c'est vraiment le lieu, l'endroit où se vit l'amour électif. Parce qu'il me semble que de toute façon, il faut le vivre. Et que si le mariage ne le permet pas, il faut bien le trouver ailleurs. Alors, voilà, c'est ça, à mon sens, c'est comme ça que ça... C'est ce qui explique, disons, en tout cas, ces pratiques. Bonsoir Belinda, merci pour cette conférence. J'ai peut-être une remarque et une question. La remarque est sur la durée du mariage. Ça remonte à très très longtemps, mais ça remonte aussi cette idée du mariage qui dure jusqu'à la mort nous sépare, à une époque où peut-être la durée de vie des personnes du couple était beaucoup plus courte. Et quand on se mariait, de fait, on ne se mariait pas pour 50 ans, on se mariait peut-être pour 5 ans, peut-être pour 10 ans. Beaucoup de femmes mouraient en couche. Et donc cette idée de jusqu'à la mort nous sépare n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui où potentiellement on peut vivre encore 50, 60 ans après s'être marié. Donc ça, c'était pour la réflexion. La question, tu as beaucoup parlé à la fois de la constance du désir pendant les âges et de la revendication par la femme de pouvoir continuer à désirer. Quelle place donnes-tu à l'évolution du désir d'orgasme? Parce que ça aussi, il me semble-t-il, notamment dans le courant du XXe siècle, l'orgasme féminin est devenu quelque chose qui a été reconnu, qu'il était beaucoup moins par les hommes. Comment vois-tu cette position de l'orgasme féminin justement dans l'évolution du couple? Alors, il y a deux remarques. La première, c'est vrai, bien entendu, cet amour pour toujours dont on a parlé, qui traverse les siècles, c'est un pour toujours qui est très bref. Quand, en effet, en fait, tout ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que souvent les femmes meurent très tôt, et donc pour toujours c'est 10 ans, quoi. Et les hommes aussi meurent tôt, mais enfin les femmes encore plus à cause, en effet, de l'accouchement et des risques de l'accouchement. Donc c'est juste. Mais quand même, le mariage chrétien
qui est quand même notre source la plus directe, la plus immédiate, dit bien que le mariage est un sacrement, c'est-à-dire qu'il figure le lien de l'homme et du Créateur. C'est en ce sens qu'il est un sacrement, et donc il est absolument indissoluble. Tout le temps, la doctrine du mariage qui s'élabore pendant la chrétienté pose le principe de la sacralité et donc de l'indissolubilité du mariage. Donc là, même si de fait, oui, les gens mouraient tôt, etc., mais cette idée de l'indissolubilité du mariage, elle est fondatrice de l'institution du mariage chrétien. Alors, je ne sais pas quoi répondre sur la place de l'orgasme féminin, parce que c'est justement cette promotion des femmes et cette revendication des femmes à la sexualité qui s'accompagne évidemment d'une revendication de l'orgasme. Pourquoi elles n'auraient pas d'orgasme? Enfin, je veux dire, ça fait partie, c'est une revendication du plaisir qui fait partie de cette prise en compte de la sexualité des femmes et aussi, oui, de cette reconnaissance de la sexualité des femmes. Parce que le 19e est terrible pour ce qui regarde la sexualité des femmes. Il ne s'y intéresse pas, il pense que les femmes n'ont pas vraiment à avoir de sexualité. Elles ont une sexualité exclusivement reproductive, et donc ça ne les intéresse pas. Et le 19e siècle ne s'intéresse pas à la sexualité féminine. Enfin, il commence à s'y intéresser à la fin du siècle, justement, et ça va donner le 20e. Mais voilà, il me semble que la question du plaisir féminin fait partie de la montée en puissance, si je puis dire, de la sexualité, de la reconnaissance de la sexualité féminine, tout simplement. Mais c'était peut-être pas tout à fait ça la question, je sais pas. Tu pensais à autre chose ? Merci, bonsoir. Merci beaucoup pour votre généalogie. Juste pour revenir du coup à la fin de ce que vous disiez du conflit aujourd'hui qu'on a entre le fantasme de l'amour toujours et du désir qui s'effrite. Pourquoi est-ce que dans une histoire où le désir et l'amour électif ont systématiquement été séparés, distingués, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi compliqué de réfléchir un amour toujours où le désir existe indépendamment, sans revenir forcément au modèle d'avant, on nous le souhaite, mais voilà, vers un schéma où on a l'amour toujours et le désir à côté, les deux se recroisent et se décroisent. Pourquoi est-ce que c'est une idée aujourd'hui dont beaucoup de gens parlent beaucoup sur les réseaux, dans la littérature, dans les films, etc., mais qui est très difficile à affronter pour beaucoup de gens, et qu'est-ce que ça voudrait dire socialement de repenser les deux indépendamment plus ou moins? C'est en effet, vous avez raison, c'est une hypothèse. Peut-être que l'évolution, la question que posait Maya tout à l'heure, va aller vers le découplage entre le couple qui dure et le désir qui se vit ailleurs. Moi, je crois, enfin, il me semble aussi qu'il y a quand même une donnée qui vient compliquer. Vous dites pourquoi c'est si difficile. C'est pas difficile socialement, parce que justement, vous voyez, on en parle de plus en plus, ça entre dans les mœurs, l'idée qu'au fond, on peut aller satisfaire, vivre son désir ailleurs que dans le couple. Bon, il y a quand même un problème, à mon avis majeur, et qui est purement psychologique, c'est la jalousie. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à accepter, généralement, la plupart des gens ont beaucoup de mal à accepter que l'autre aille trouver son désir ailleurs que dans le couple. Et alors, il y a des gens qui pratiquent le polyamour, les polyamoureux qui disent qu'ils vivent de façon absolument dissociée cette question du désir et de l'amour, et qu'ils peuvent très bien faire l'amour avec plusieurs personnes différentes, et chacun a cette liberté, et ça va très bien. Tant mieux pour eux. Mais je ne suis pas sûre que cette absence de jalousie
soit très générale. Je pense que c'est même plutôt rare et que je ne sais pas pourquoi. Et je n'ai pas de jugement moral ni en faveur ni en défaveur de la jalousie. Je me contente d'observer qu'elle existe pour la plupart des gens et que c'est sans doute ça qui est une entrave à ce découplage que vous dites. Je le regrette, mais elle existe. Bonsoir. Il y a des réflexions féministes aujourd'hui, notamment de Victoire Tuaillon, qui produit un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table. J'ai pas d'équivalent en Grèce, mais je serais ravie de savoir s'il y a un équivalent. Donc ces réflexions indiquent que avec une société qui survalorise le couple, une des pistes pourrait être de réinvestir réellement les amitiés, qui pourrait être le lieu de l'amour où on peut durer, on peut être dans des relations sans désir bien sûr, mais pour lesquelles il y aurait une durabilité qui pourrait être celle du couple d'avant, la structure de la société précédemment. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez et est-ce que vous avez des compléments à nous apporter sur ce point-là? Merci. D'abord, l'amitié, ça a toujours existé. C'est une des formes de la relation que nous pouvons avoir à deux. Il y a l'amour et il y a l'amitié, en gros, hein. Et donc l'amitié, c'est une des modalités, disons, de l'affection, du sentiment qu'on peut porter à l'autre, mais sa particularité, c'est précisément d'exclure le désir sensuel. Donc c'est autre chose. Je ne vois pas comment elle pourrait équivaloir, ou l'une pourrait tenir lieu de l'autre, sauf à penser. Et c'est vrai que c'est une tendance aujourd'hui, sauf à repousser, à rejeter le désir et à dire que finalement il nous ennuie un peu. C'est vrai, il nous complique la vie, le désir. Hein, ça serait tellement plus simple. D'une certaine façon, l'amitié, c'est beaucoup plus simple que l'amour. C'est pour ça qu'on aime l'amitié aussi. C'est-à-dire que c'est une relation dans laquelle tout se passe bien. Au fond, il n'y a pas tellement de raisons. Quand on aime beaucoup quelqu'un, il n'y a pas de raison que ça cesse, etc. Bref, on sait qu'il peut y avoir des problèmes d'amitié, mais je veux dire qu'a priori, c'est une relation qui peut durer et qui est paisible. Avec l'amour, c'est beaucoup plus compliqué parce que cet ingrédient du désir vient créer du désordre, vient créer des problèmes divers. Mais vouloir remplacer l'un par l'autre, c'est faire comme si le désir n'était pas... On pouvait sortir le désir de nos vies. Alors, je ne sais pas comment cette femme prétend qu'il faille le faire, par décision, je ne sais pas, ou... Mais peut-être qu'elle n'a pas de désir, cette femme. Auquel cas, elle n'a pas de problème, c'est vrai. Alors, je ne vais pas me substituer à son propos et je ne sais pas si je saurais le restituer précisément, mais ce n'est pas remplacer le désir par l'amitié. C'est plutôt que l'investissement qu'on mettait précédemment dans le couple, on peut le mettre dans l'amitié et laisser libre cours au désir par ailleurs. C'était plutôt dans ce sens-là. Ah oui, alors c'est un peu ce que disait l'autre... jeune femme, oui, c'est ça. Bien sûr, on peut faire ça. On peut vivre des couples affectueux, tendre, etc., et au long cours, et puis vivre le désir ailleurs. C'était un peu la solution 19e siècle. Sauf qu'au 19e siècle, c'était caché, et là, c'est posé comme une option acceptable. Écoutez, si la jalousie n'entre pas en ligne de compte, oui, ça me paraît très très bien comme option. Mais là aussi, la jalousie, est-ce qu'on peut décider de ne pas en ressentir ? Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα μπορούσε κάποιος... Bonsoir. Je voulais vous poser la question suivante. Est-ce qu'on peut fixer des limites à son amour, à son désir, aux sentiments que l'on éprouve et pourtant arriver à être heureux? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut déterminer des limites jusqu'où on va aller au niveau des émotions et des sentiments et continuer toujours à être heureux? Je ne dis pas qu'on doive suivre les ordres de la religion, de la société ou quoi que ce soit. J'entends par là qu'on peut être raisonnable, déterminer des limites à son désir et arriver à être heureux. Qu'en pensez-vous?
c'est une option philosophique de la sagesse qui est... Vous savez, le problème des philosophes, c'est qu'ils essayent toujours de rationaliser des choses, et puis les humains, mauvais bougres, trublions, les humains vivent autre chose. Alors, vous savez, c'est toute la philosophie antique essaye de nous expliquer qu'on ne doit pas avoir peur de mourir parce que la mort, c'est ceci et c'est cela, etc. Et pourtant, on a peur. Vous voyez, à la fin, une fois qu'on a tout bien raisonné, on continue à avoir peur. Alors, quand la philosophie s'intéresse aux grands mouvements humains profonds comme ça, elle suggère d'être raisonnable, de fixer une limite à ses désirs et à ses... Je sais pas, moi j'aime bien l'intensité et voilà, non, là vous tombez sur la mauvaise personne pour vous parler du plaisir des limites. C'est pas mon truc. C'est sans doute très sage. Écoutez, la question, c'est qu'il faut être heureux. Il faut être heureux. Ça, philosophiquement, c'est la seule position qu'on peut avoir. C'est essayer de construire sa vie vers le bonheur. Alors, on n'y arrive pas tout le temps, tous les jours, etc. Mais en tout cas, on doit construire sa vie de façon à ce qu'elle nous convienne et plus que ça, à ce qu'elle nous apporte de la joie. C'est un travail de chaque jour et voilà, c'est un vrai travail. Alors, si vous, monsieur, que je ne vois pas parce que je suis ébloui par l'Assemblée et par les spots, si vous trouvez votre bonheur dans cette limitation et cette tranquillité des sentiments, je le comprends très bien et bravo et continuez. Après, chacun de nous, le bonheur, vous savez, sauf dans les pays totalitaires, le bonheur, c'est une affaire privée, c'est-à-dire chacun trouve ses modes et ses façons d'arriver au bonheur et voilà, moi, c'est pas dans la limite, mais pas très raisonnable tout ça. Écoutez, on est arrivé, on a dépassé notre temps. Je vous remercie pour vos questions et bonne soirée.